Vallot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député des Landes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et candidat au poste de premier secrétaire du PS. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Boris Vallot, bonjour. Bonjour. Boris Vallot, Emmanuel Macron prendra donc la parole demain soir. Ce sera sur TF1. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous souhaitez qu'il annonce des référendums demain? Qu'attendre d'Emmanuel Macron? Je dois dire que c'est une question dont je ne suis pas sûr que les Français se la posent. Nous voyons bien que ce deuxième quinquennat est quand même un grand échec pour lui. D'abord, il ne savait pas quoi en faire. Il n'a pas eu, au lendemain de 2022, la majorité absolue qu'il espérait. Il a dissous une Assemblée nationale pour apporter de la clarté. Je ne crois pas que celle-ci soit advenue. Donc, qu'attendre d'Emmanuel Macron? À tout le moins, s'il doit annoncer une consultation des Français, qu'il prenne bien la mesure de l'état du pays. On est un pays qui a besoin d'être apaisé, d'être rassemblé, d'être d'une certaine manière réconcilié, et que toute question posée aux Françaises et aux Français doit participer de cela, doit participer de l'amélioration de leur vie, de l'amélioration de notre système social. Donc il doit poser quoi comme question? Écoutez, j'entends les thèmes qui sont ceux des Français. Je vois par exemple, puisqu'il y a en ce moment des partenaires sociaux qui en débattent, les Français sont toujours préoccupés de la question des retraites et toujours désireux d'abroger la réforme de Mme Borne. Est-ce que les Français seront consultés sur ce sujet? Donc ça doit être quoi la question? Faut-il abroger la retraite à 64 ans? Voilà, la réforme de Mme Borne. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que ça fait partie des souhaits des Français, si j'en crois les sondages qui ont été rendus publics ces derniers jours. Si je le dis, c'est que vous voyez bien qu'il y a dans cette réforme à la fois la nécessité d'une réparation d'une injustice sociale, je l'ai déjà dit. C'est une réforme qui en coûte d'abord aux carrières longues, aux carrières pénibles, en particulier des femmes qui ont eu des carrières hachées et incomplètes. Et puis c'est la nécessité d'une réparation démocratique, puisque vous connaissez les conditions dans lesquelles cette réforme, qui n'était souhaitée ni par les Français, ni par les partenaires sociaux, ni par les parlementaires eux-mêmes, a été adoptée. Ça pourrait être une réforme, un référendum ou une consultation sur la dette, sur les finances publiques, comme l'a laissé entendre François Bayrou? Peut-être que sur certains... Alors d'abord, je crois que constitutionnellement, c'est d'abord impossible. Pourquoi il a laissé planer cette idée, en fait? Si c'est pas possible, à quoi ça sert? Il y a chez François Bayrou, dans sa façon de faire, un mystère insondable. Je dois bien le dire. La façon dont il gouverne nous laisse bien souvent circonspects. Moi, ce que je crois, c'est que peut-être des questions peuvent être posées aux Français sur la question de la justice fiscale, sur la participation des très gros revenus, des très gros patrimoines à la solidarité nationale, pour que précisément les efforts que chacun mesure, qu'il y a à accomplir, ne soient pas accomplis par celles et ceux que nous avons applaudis à 20h, c'est-à-dire par ces hommes et ces femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui parfois d'ailleurs n'en vivent pas toujours, en vivent mal, parce que les fins de mois, ce n'est pas le 30, c'est le 25, le 20. Et voilà, par exemple, des questions qui pourraient être posées. Mais je me méfie de questions qui pourraient diviser les Français, couper le pays en deux. Voire court-circuiter le Parlement. Voire court-circuiter, évidemment, le Parlement. Il y a des questions sur l'immigration, qui peuvent être de nature à fracturer le pays, parce que la question serait en réalité assez éloignée des réalités objectives. Il y a des mesures qui peuvent être parfaitement démagogiques, comme la suppression d'un échelon de collectivité locale, considérant curieusement que moins d'élus, ça peut faire plus de démocratie. Moi, pas de référendum sur une réorganisation territoriale. Là, vous seriez contre? Écoutez, en tout cas, pas de mesures démagogiques qui, en réalité, flatteraient des préjugés ou des idées reçues, plutôt que viseraient à améliorer la vie des Françaises et des Français et la solidarité qui est nécessaire entre Si c'était le cas, si c'était ce que vous appelez des mesures démagogiques, ça vous inciterait à soutenir ou à déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement? Écoutez, on verra. Vous savez, quand on est dans l'opposition, nous n'excluons par principe aucun des droits constitutionnels qui sont les nôtres. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne craint évidemment pas la consultation des Françaises et des Français. Elle peut être un moment d'ailleurs de débat démocratique intéressant, intense, pour peu, je dis, qu'il ne soit pas trompé, qu'il ne soit pas manipulé, et qu'Emmanuel Macron ne pense pas se remettre au centre d'un jeu dont les Français l'ont écarté. Emmanuel Macron qui était en Ukraine samedi, on va parler de ce sujet avec vous, Stéphane.
Oui, donc Emmanuel Macron était à Kiev samedi. Des pourparlers pourraient avoir lieu entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Quelle lecture faites-vous de la contre-proposition formulée par Vladimir Poutine juste après le déplacement des 3 chefs d'État à Kiev? D'abord dire la conscience qui est celle des socialistes, mais celle aussi de beaucoup de Françaises et de Français, de responsables politiques, dans le soutien que nous apportons à la résistance ukrainienne et à la défense de la souveraineté ukrainienne, c'est-à-dire de ses frontières telles que définies et reconnues par le droit international en 1991. Nous avons soutenu et nous continuons de soutenir le soutien militaire à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. D'abord, premier constat, ce n'est pas un sujet qui se règle à coups de menton et d'effets de manche, comme avait prétendu le faire Donald Trump en 24 ou 48 heures. Je salue, moi, la démarche des Européens, évidemment en coordination avec les États-Unis, de ce week-end et l'appel au cessez-le-feu sans condition dès aujourd'hui. La réponse du président Poutine est conforme à ce qu'est le président Poutine, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas le droit international et ne connaît que la force. Mais on voit que Donald Trump est assez enthousiaste, il parle d'un potentiel jour historique. Il se fait balader par les Russes ou il y a un accord à portée de main? Qu'il se fasse balader par les Russes, ce ne serait pas la première fois. Et il faut en effet se méfier des intentions de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, je le dis, ne respecte que l'autorité de la force contre l'autorité du droit. Vladimir Zelensky a dit qu'il attendrait en Turquie le président russe. Le fera-t-il sans attendre un cessez-le-feu tel qu'il a été demandé ou met-il comme condition le cessez-le-feu? Je crois qu'à ce stade, la réponse n'est pas claire. On doit toujours espérer de la paix, mais le cessez-le-feu est particulièrement nécessaire parce que chacun sait qu'on ne négocie pas dans de bonnes conditions lorsque un pays, des populations sont sous les bombes. Et donc, oui, il faut réaffirmer la nécessité du cessez-le-feu, oui, il faut l'exiger des Russes, et oui, il faut que Vladimir Poutine prenne au sérieux les menaces de sanctions supplémentaires, à la fois sur les énergies et sur le système bancaire russe, comme sanction au refus de ce cessez-le-feu. Mais il faut espérer, évidemment, des discussions rapides amenant à la paix, mais une paix telle que les Ukrainiens souverains la détermineront et la souhaiteront. Autre sujet, un pompier est entre la vie et la mort après avoir tenté d'arrêter un rodéo urbain ce week-end. C'était à Évian. Comment on lutte contre ce fléau? D'abord, la police de proximité, elle doit être dans la proximité. Elle doit être partout et pour tous sur le territoire. L'ordre public, la tranquillité publique, c'est un droit pour toutes et tous des tours au bourg. Et je voudrais, moi, avant toute chose, avoir une pensée pour ce pompier. Pour tous les pompiers, les policiers qui risquent la vie dans l'exercice de leur fonction. Et en effet, il faut être ferme et intransigeant sur ces rodéos dont on voit qu'ils exposent la vie de ceux qui s'y livrent, la vie des policiers, des pompiers et des habitants de ces quartiers, de ces villes et de ces villages qui ne supportent plus cette incivilité au quotidien. Donc plus sévère dans les sanctions? Que les sanctions s'appliquent d'abord, et elles sont sévères déjà, telles qu'elles sont prévues par la loi. Hier, Bruno Retailleau, sur notre antenne, il a appelé une révolution pénale. Il a dit en France, on vit sur une politique pénale très inspirée de la gauche qui a déconsidéré la notion de sanction. Que lui répondez-vous? Je dis que M. Retailleau est dans une sorte de concours Lépine permanent et dans une démagogie qui, en réalité, ne conduit pas à faire baisser la délinquance. La réalité est celle-là. Que M. Retailleau donne à la police les moyens dont elle a besoin, que la loi soit appliquée, que les sanctions soient exécutées. La loi telle qu'elle est sévère et la justice l'applique dans toute sa rigueur. Mais j'ai bien compris aussi que M. Retailleau était dans une forme de ballet, de chorégraphie politique avec Laurent Wauquiez dans son congrès. Et je dois dire que ce qui s'opère sous nos yeux, c'est une jonction, on va dire, idéologique avec l'extrême droite. On est bien loin de la droite républicaine telle que nous avons pu la connaître il y a encore quelques années. Pour vous, il flirte avec l'extrême droite? Mais dans tous Lui, les il dit thèmes, qu'il veut récupérer les électeurs qui sont partis chez Marine Le Pen. Il commence par récupérer les idées de l'extrême droite. Eh bien, je vais vous dire, quand on porte les idées de l'extrême droite, il est difficile d'expliquer ce qui vous distingue de l'extrême droite au bout d'un moment.
On va parler de François Bayrou qui sera auditionné mercredi sur Betterham par la commission d'enquête de l'Assemblée, Stéphane. Oui, tout simplement, qu'est-ce que vous attendez de ce type d'audition? Est-ce que François Bayrou peut être peut-être mis en difficulté au point de devoir démissionner? Je ne crois pas que l'objet de la commission d'enquête, de quelque commission d'enquête que ce soit de mettre en difficulté. Il y aura un peu de ça quand même, non? Il va y avoir une grosse pression sur le Premier ministre. Il y aura, j'allais dire, la rigueur et l'exigence d'une commission d'enquête devant laquelle, vous le savez, on prête serment. On ne peut pas, sans prendre sur le plan pénal un certain nombre de risques, mentir. Et ce que l'on attend d'une commission d'enquête et de François Bayrou, c'est de la même chose que ce que nous avons attendu dans les questions que nous avons pu lui poser dans l'hémicycle à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement. C'est la vérité. La vérité de ce qu'il avait su, de ce qu'il avait compris, de ce qu'il avait entrepris comme ministre de l'Éducation nationale, comme responsable politique local. Et c'est aux responsables politiques que les questions s'adresseront. Et je fais confiance notamment à la présidente Fathia Kelouachi de la commission des affaires culturelles, qui est aussi commission d'enquête, pour que cette audition se déroule dans les meilleures conditions, parce que le seul intérêt qui doit nous animer, c'est celui des victimes. Et c'est d'abord ce qui compte. Les victimes de Betterham, et puis toutes les victimes qui, je crois nombreuses, ont écrit à cette commission d'enquête à la faveur de Betterham pour aussi livrer leur drame. Et il y a une libération de la parole qui est toujours évidemment saine et utile. Que s'il s'avère qu'il a menti, vous déposerez dans la foulée une motion de censure? Écoutez, moi, nous verrons ce que nous ferons. Je dis, par principe, nous n'excluons rien. Ce que je souhaite... Mais est-ce que là, ce serait un motif de motion de censure immédiate? Moi, je demande, le motif de motion de censure, c'est le mensonge. Et donc, nous voulons la vérité devant la commission d'enquête, la vérité, la sérénité, la transparence et une projection dans l'avenir pour que ce qui s'est passé ne se produise plus. La parole des victimes, elle est importante. Elle nous a toutes et tous saisis, émus et convoqués d'une certaine manière pour que nous prenions des décisions pour l'avenir. Mais je dois dire que, vous le savez, il y a eu, à la faveur d'événements qui étaient dans le public, à la fin du quinquennat de François Hollande, des mesures qui avaient été prises. D'une manière plus générale, est-ce que vous êtes toujours partisan d'une chute du gouvernement Bayrou? Est-ce que vous soutiendrez une motion de censure contre lui avant l'été, par exemple, à l'issue du conclave sur les retraites? Vous posez mal les termes du débat, si vous m'y autorisez. Vous étiez pour à un moment avec Olivier Faure au sein du groupe socialiste. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que nous avons voté et renversé le gouvernement de Michel Barnier, que nous avons parfois pas voté des motions de censure contre François Bayrou, mais que nous en avons déposé. Et vous, à titre personnel, vous le souhaitiez? À titre personnel, cela dépend des circonstances, dépend des résultats du conclave et des discussions des partenaires sociaux, dont j'espère qu'elles seront fructueuses, de l'attitude du gouvernement, de l'attitude de François Bayrou. Mais je le dis par principe, donc vous jugerez sur pièce. Comme opposition, nous n'excluons rien. Le Premier ministre a pris des engagements. Il faut qu'il soit tenu. Et puis, par ailleurs, je dois vous dire que François Bayrou doit, chaque matin, se souvenir que sa stabilité, la stabilité institutionnelle et politique du pays, dépend de sa capacité à nouer un dialogue, à construire des compromis, à ne pas dévier du seul engagement qui nous tient, qui est celui de ne rien céder à l'extrême droite. Ni sur la forme, ni sur le fond. Voilà. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen des textes sur la fin de vie, textes sur les soins palliatifs, textes sur l'aide active à mourir. Est-ce que l'ensemble du groupe socialiste votera ces deux textes? Alors, d'abord, vous savez que le principe sur des lois de ce type-là, c'est le principe de la liberté de conscience et donc de la liberté de vote. Et je crois savoir que, autant sur le texte sur les soins palliatifs, il y aura, je crois, unanimité des votes, autant sur l'aide active à mourir, il y aura sans doute des votes qui ne seront pas unanimes, même s'ils seront très majoritairement en faveur de ce texte dont nous poursuivons l'examen. Et je regrette d'ailleurs que le texte tel qu'il avait été examiné ait été interrompu dans son processus, dans sa procédure par la dissolution. Je regrette aussi que nous ayons distingué, que nous ayons coupé le texte en deux. Quand je dis que le gouvernement ait coupé ce texte en deux. C'est pas la bonne méthode? Non, je crois que les deux sujets sont très intriqués, très imbriqués. Et le moindre mal est de les débattre et d'en débattre à peu près dans le même calendrier et de le voter le même jour. Donc voilà le débat. Mais vous pensez que le texte sur l'aide active à mourir ne passera pas?
Je crois qu'il passera. Je crois qu'il est une demande forte des Françaises et des Français. Nous n'en connaissons évidemment pas l'équilibre au moment où nous engageons le débat, mais nous serons attentifs, en tout cas pour ce qui me concerne, avec un certain nombre de mes collègues socialistes, pour que ce texte soit utile aux Françaises et aux Français, aux malades et à leur famille. Comment ça se passe sur des textes aussi sensibles? Il y a vous, en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale, vous donnez des consignes de vote aux députés ou chacun vote en son âme et conscience? Non, il n'y a pas de consigne de vote. Il y a un travail collectif qui est fait de compréhension des enjeux. Donc c'est plutôt du conseil, des recommandations Des recommandations, c'est de doter les uns et les autres des outils de compréhension, à travers notamment des auditions, à travers des conseils de lecture, des enjeux de ce texte, un décryptage de chacun des articles, des amendements les plus saillants, pour que chacun puisse se faire son intime conviction, puisque c'est sur la base de l'intime conviction que chacun se détermine. Stéphane, on parle du congrès du Parti socialiste? Oui, peut-être un mot pour nous dire où est-ce que vous en êtes de votre campagne, comment est-ce que vous faites campagne et sur quel point est-ce que vous allez pouvoir vous différencier de vos adversaires, de vos concurrents? D'abord, vous dire que c'est une campagne que je mène avec beaucoup d'enthousiasme, pas seul, partout en France, à la rencontre des militants. J'étais encore en Dordogne samedi soir, je serai à Lille ce soir, et puis tout un tas de rendez-vous dans les jours prochains. Quand je dis beaucoup d'enthousiasme... À Lille avec Olivier Faure ce soir. Pardon? Olivier Faure, il sera aussi ce soir. Oui, je ne sais pas exactement qui il sera, mais le débat... J'ai déjà eu l'occasion de débattre avec Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol. Je veux dire que le débat est à la fois apaisé et intéressant. C'est un moment de démocratie qui nous honore. Et je crois que chacun est parfaitement conscient des enjeux de la situation, du risque de l'extrême droite. Alors moi, je fais une campagne enthousiaste avec des gens qui sont sincèrement intéressés par une démarche qui consiste à rassembler le plus largement possible les socialistes qui fondent bien souvent leurs désaccords sur précisément de faux désaccords. Parce que nous avons soldé l'essentiel de ce qui avait été notre fracture au moment de Marseille, c'est notre relation à la France insoumise, puisque, vous l'avez vu, il y a un divorce qui est assez manifeste. Et chacun a envie, en tout cas j'entends dans toutes les bouches à peu près les mêmes mots. C'est nous voulons l'union de la gauche, de Raphaël Glucksmann à François Ruffin, et nous souhaitons, par notre travail, par notre affirmation, par un combat sur les idées, que les socialistes y occupent une place prépondérante. Ça veut dire que si demain il y a des législatives, il n'y aura plus d'accord entre le PS et la France? Il n'y aura pas d'accord général, comme ça s'est fait, notamment avec il y a une espèce d'unanimité sur ce point, qui est le point le plus dur. Qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres à l'arrivée? Précisément, alors moi, ce que je crois, c'est la capacité à rassembler. Il se trouve que je suis dans l'exercice quotidien de ce rassemblement à l'Assemblée nationale comme président du groupe, puisque j'ai 66 députés qui ne soutiennent pas les mêmes candidats, qui n'ont pas la même sociologie électorale et avec lesquels j'essaye à chaque fois de trouver le point d'accord, le point de convergence, la décision majoritaire quand nous n'arrivons pas à l'unanimité, et ce travail exigeant que je fais au groupe, je pense être capable de le faire au parti. Et puis par ailleurs, dans cette campagne, moi je veux que ce soit une campagne d'idées. Les Français nous regardent, que l'on rappelle pour qui on se bat. Je l'ai dit d'une certaine manière tout à l'heure à travers la question du référendum. Les hommes et les femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui n'en vivent pas toujours. On doit parler du travail digne et porteur de sens, on doit parler des salaires, du partage de la valeur, des conditions de travail. Nous avons besoin d'une reconnaissance des métiers du soin et du lien, que la valeur change de camp, qu'ils soient du côté des travailleurs et pas seulement des rémunérations extravagantes. Vous appelez à démarchandiser la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mesurez bien que chacun des aspects de notre existence aujourd'hui est saisi par une logique marchande. Et finalement, de la naissance à la mort, c'est le cas. La petite enfance, le grand âge, les obsèques sont dans des logiques marchandes. Les biens communs sont l'objet non seulement d'une privatisation, mais d'un accaparement. Je pense à l'eau, je pense au foncier, je pense aux terres agricoles. Nos services publics sont concurrencés par le secteur privé, les EHPAD, les crèches. Eh bien, la proposition que nous faisons, c'est non seulement de reprendre du pouvoir sur nos vies à travers cette démarchandisation, mieux vivre, parce que ces hommes et ces femmes dont je parle, ils n'ont comme patrimoine que les services publics, ils ont besoin qu'ils soient universels, qu'il y ait un accès à ça. Et c'est non seulement une reprise en main, vous avez compris, économique et sociale, de tout cela, mais c'est aussi une exigence démocratique. Redonner une place aux citoyens, aux consommateurs. Mais ça veut dire quoi, par exemple, plus d'EHPAD privés, plus de crèches privées? Eh bien moi je prélève pour qu'il n'y ait pas d'EHPAD à but lucratif. Dans les Landes, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. Le taux d'encadrement est largement supérieur à ce qu'il est dans le secteur privé. Et puis que vous soyez riche ou pauvre, vous vieillissez dans les mêmes conditions et avec la même qualité de prise en charge. Et puis par ailleurs, pour terminer avec ce congrès, on travaille, on formule des propositions. Il y aura le deuxième exemplaire d'un nouveau média que l'on veut créer, qui s'appelle Nouveau Populaire,
consacré à la démarchandisation. Nous consultons les militants pour savoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent, quelles sont leurs propositions. Nous avons également des podcasts qui permettront de vulgariser un certain nombre de nos propositions. Et nous créons aussi une académie Bloom, qui est un lieu de réflexion et de formation des militants, dont la première promotion va être recrutée cette semaine. Vous parliez de débat tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un débat télévisé entre vous, Olivier Faure, et Nicolas Meyer-Rossignol ? Je le souhaite et je le crois. Et ce sera un débat dont nous aurons le souci qu'il soit digne et qu'il donne à voir le meilleur de nous-mêmes, comme nous en avons été capables ces dernières semaines. Il a accepté ? Écoutez, je crois que c'est en train de s'organiser, mais la réponse lui appartient, je ne vais pas la donner à sa place. Qu'est-ce que vous ferez si vous arrivez 3e ? Mais d'abord, cette question, je ne me la pose pas, puisque je pense que je n'arriverai pas 3e. Voilà. Et donc, vous savez, c'est comme si vous demandiez avant une compétition, alors qu'est-ce que vous faites si vous arrivez dernier ? Écoutez, je n'envisage pas d'arriver dernier. Je me bats avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de camaraderie, avec beaucoup de fraternité, avec des propositions concrètes, avec l'envie de rassembler tout le monde, et qu'il ne manque ni Olivier Faure, ni Nicolas Meyer-Rossignol à la fin sur l'affiche et la photo de famille. Mais vous ne réfléchissez pas du tout à qui vous allez soutenir dans ce cas ? Je ne réfléchis... j'espère qu'eux se posent la question de savoir de quelle manière ils vont me soutenir. Un mot, est-ce que vous avez lu l'AMEUTE, l'enquête sur la France Insoumise des journalistes Charlotte Benaïch et Olivier Perroux ? Eh bien, je vais vous dire, je l'ai acheté ce week-end. Il est sur ma table de nuit. Je viens de terminer le livre de Roberto Saviano sur le juge Falcone. Et donc, c'est ma prochaine lecture. Mais je connais bien les deux journalistes, qui sont deux journalistes sérieux. Et je n'ai aucun doute sur le sérieux de leur travail. On imagine que vous avez lu quelques extraits. Est-ce que ça vous surprend ? Écoutez, je crains de ne pas être surpris. Mais on peut, sans être surpris, en être évidemment déçu. Est-ce que du coup vous regrettez l'alliance avec... Mais vous savez, moi je ne vis jamais de regrets, je me projette dans l'avenir. Voilà. Et je me projette dans l'avenir en ayant en tête qu'une chose, les visages des femmes et des hommes pour lesquels nous nous engageons. Et moi, ces visages, je les vois toutes les semaines dans ma permanence. Alors l'avenir à moyen et à court terme, c'est 2027, la présidentielle. Est-ce que la gauche a la moindre chance d'accéder au second tour si elle est à nouveau divisée ? Il y avait eu 6 candidats à gauche en 2022, on a vu le résultat. Comment vous faites pour avoir un seul candidat ? C'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait un candidat commun de la gauche, de Raphaël Glucksmann à François Ruffin. Eh bien, ça fait partie des débats que nous devons avoir, non seulement entre socialistes, et il y aura Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, je veux dire, c'est acquis. Il l'a dit, il l'a annoncé. Et donc, j'allais dire, il n'y a pas de suspense. Le suspense, il est sur le candidat commun. Autres. Voilà. Et moi, je crois que... On fait quoi ? Une primaire, un accord de gouvernement c'est quoi la formule ? Il faut précisément que nous travaillions sur ces sujets-là. Moi, à titre personnel, je suis assez sceptique sur la question de la primaire. Et puis, vous savez, il en va de la primaire comme de la proportionnelle. Il y a autant de recettes que de familles. Comment vous passez de 30% à 50% ? Eh bien, faisons le meilleur score au premier tour, parce que moi, je crois que ce que nous devons viser, c'est exigeant, c'est battre le Rassemblement national au premier tour, parce que je crains, compte tenu de ce que je vois de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez, que le Front républicain est largement vécu. Donc nous devons y mettre toute notre énergie, et puis ce que nous devons faire, c'est proposer des choses aux Français, des choses qui changent leur vie quotidienne et qui concernent les transports, la santé, les services publics, l'école, et tout ce qui fait qu'on vit mieux dans ce pays, on peut vivre mieux. Merci Boris Vallaud. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Stéphane Laine de Ouest France. Quelle relation les Français ont-ils avec leur mère ? C'est une étude... Elle est bonne. Ouest France, effectivement, elle est bonne. Avec leur mère, M-A-I-R-E. M-A-I-R-E, tout à fait. Merci beaucoup. Parce qu'il y a les municipales l'année prochaine, voilà, on en a pas parlé, mais ça compte aussi. Merci beaucoup. On passe au Club des Territoires.